Bonjour à tous, bienvenue dans l'Onunca Contado. À quel point sommes-nous avancés aujourd'hui par rapport à il y a des milliers d'années? Certaines découvertes donnent l'impression que nous n'avons en réalité pas beaucoup progressé. D'un implant chirurgical qui défie la logique, à une machine dont tu ne croirais pas qu'elle ait existé, jusqu'à la vérité sur l'influence extraterrestre sur les Mayas. La vidéo d'aujourd'hui est une démonstration ininterrompue de technologies anciennes qui vont te stupéfier. Allons-y. Ce mur mégalithique dans la jungle de Nouvelle-Zélande. Écoute ceci, puis dis-moi ce que tu en penses. Le mur ressemble à quelque chose que tu t'attendrais à voir émerger des profondeurs de l'Amazonie, là où se trouvait autrefois une cité perdue. Mais en réalité, il se trouve en Nouvelle-Zélande, caché dans la forêt d'État de Kaimanawa. Le mystérieux mur semble être la preuve que la Nouvelle-Zélande a été habitée par une civilisation hautement avancée. Apparemment, il y a des dizaines de milliers d'années, cette mystérieuse race d'humains a d'une manière ou d'une autre été capable de déplacer des pierres plus grandes que nature. Il est difficile d'apprécier la taille du mur tant que tu ne te tiens pas devant lui. C'est immense et cela semble être en grande partie enterré sous le sol de la forêt. Le mur de la jungle pourrait s'enfoncer de plusieurs dizaines de pieds plus profondément, ce qui signifie que sa partie inférieure est enfermée dans la terre même. Cette structure est plus ancienne que les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande. Elle précède l'arrivée des humains sur l'île. Mais comment cela peut-il avoir un sens? Selon les scientifiques modernes, les Maoris sont arrivés en Nouvelle-Zélande il y a environ 800 ans. Et c'est aussi l'histoire que racontent les Maoris eux-mêmes. Mais le mur, qui ressemble à une barricade de blocs de pierre empilés, a au moins 2000 ans. Certains ont supposé qu'il pourrait avoir 2 fois, 4 fois, voire 10 fois cet âge. Dans les années 1990, après la découverte du mur, il y a eu quelques tensions entre le gouvernement néo-zélandais et les tribus maoris autochtones. Certains experts ont suggéré que le mur avait été créé par une culture pré-polynésienne, une culture arrivée en Nouvelle-Zélande avant les Maoris. Cela a posé un problème aux Maoris, qui affirment être les habitants originels de la Nouvelle-Zélande et que personne n'est arrivé avant eux. C'est un fait très important pour le peuple maori, qui se considère comme la première nation de Nouvelle-Zélande. Il est également un peu offensant de dire que les Maoris n'auraient pas pu construire un tel mur dans le passé. D'autres explications ont également été avancées pour expliquer le mystérieux mur. Certains disent qu'il s'agit simplement d'une formation naturelle, mais il ne semble rien y avoir de simple. Il semble que ceux qui l'ont construit auraient pu être des géants. Avec la taille de ces pierres, d'autres ont affirmé qu'il a moins de 100 ans. Donc en gros, tout le monde a une opinion différente sur ce sujet. En 1996, le chercheur Barry Brailsford de Christchurch a lancé une enquête. Avec l'aide d'experts du monde entier, l'équipe a conclu qu'il ne faisait aucun doute dans leur esprit que les pierres avaient été taillées intentionnellement. Ils ont également déterminé que l'ancienne structure est liée à d'autres mégalithes découverts à travers le Pacifique et en Amérique du Sud. En d'autres termes, le mur constitue la preuve d'une civilisation qui s'étendait à travers le monde entier. Quelle qu'ait été cette civilisation, elle était très avancée. Si avancée qu'ils avaient créé une forme primitive d'électricité. Ils auraient pu être capables de fabriquer du verre et du métal, et peut-être possédaient-ils des machines de lévitation pour aider à soulever les blocs de pierre incroyablement lourds de leurs murs. Comment auraient-ils pu faire autrement? Mais à quelle époque étaient-ils présents? Le géologue Philip Andrews a réalisé sa propre évaluation des murs peu après l'enquête de 1996. Il a identifié les roches volcaniques d'Ingimbrit comme ayant 330 000 ans, ce qui est bien plus ancien que 2000 ans. Il a également conclu qu'elles sont entièrement naturelles et que les fractures entre elles sont le résultat d'un processus de refroidissement. Il semble qu'à ce stade, l'ancien mur se retrouve pris entre le marteau et l'enclume. Les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir s'il est ancien, artificiel, naturel, ou s'il s'agit de la preuve d'une civilisation inconnue. J'aimerais connaître ton avis à ce sujet dans les commentaires. Qu'en est-il de ce mur immensément grand? L'implant qui ne devrait pas exister. Les scientifiques sont déconcertés par une merveille médicale découverte à l'intérieur de la jambe d'une momie vieille de 2600 ans. Cela ne devrait pas exister. Cela n'a aucun sens. L'ancienne momie a vécu à une époque où ce type de science n'était pas censé exister. En 1971, un cercueil scellé d'Égypte a été transporté d'Égypte en Californie, où il a été accepté par les scientifiques du musée Cruchan-Rosenberg. Le cercueil contenait le corps momifié d'un homme égyptien. À ce moment-là, personne ne savait qui était la momie. Il est probable qu'il ait eu un certain statut, mais pas assez pour être royal. Peut-être était-il un haut fonctionnaire du gouvernement, mais personne ne pouvait l'affirmer avec certitude.
Quoi qu'il en soit, la momie est restée au musée et personne ne lui a vraiment prêté attention pendant 20 ans. Et puis la bombe a éclaté. 2 décennies après l'arrivée de la momie au musée, les scientifiques ont découvert un instrument chirurgical avancé à l'intérieur de son genou gauche. À l'intérieur de la jambe de la momie se trouvait un clou orthopédique en métal. Très bien, donc il avait un clou dans la jambe. Sûrement, un médecin égyptien aurait pu insérer ce morceau de métal de 9 pouces là-dedans, non? Ça ne pourrait pas être si difficile, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est très difficile. Le clou orthopédique avait été installé selon des principes biomécaniques si remarquables que je m'étonne que les scientifiques ne se soient pas évanouis. Les experts n'arrivaient pas à distinguer l'implant d'une intervention moderne. Ne te trompe pas. Cette chirurgie avancée n'est pas quelque chose que les sociétés anciennes pratiquaient. Les scientifiques ont déjà trouvé des preuves de certains actes médicaux, en particulier la trépanation, également connue sous le nom de chirurgie cérébrale. J'ai même déjà parlé de membres et d'yeux prothétiques sur la chaîne. Ceci est une découverte unique. Les chirurgies nécessitant ce type de précision médicale sont inédites dans le monde antique. Comment le clou a-t-il été inséré avec une telle précision? Surtout si l'on considère le manque d'outils chirurgicaux modernes et de connaissances. Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à réaliser une telle intervention sans causer de douleur ou de traumatisme significatif aux patients? L'intrigue s'épaissit lorsque l'on commence à enquêter sur l'histoire de la momie. Lorsque le musée a acquis le cercueil à l'origine dans les années 1970, ils ne savaient même pas qu'il y avait une momie à l'intérieur au début. Et puis, en examinant le cercueil, ils se sont rendus compte que la momie n'appartenait même pas au propriétaire d'origine. L'ancien sarcophage appartenait à un prêtre nommé User Montu, mais le corps n'était pas celui de ce prêtre. Le prêtre avait été retiré de son propre cercueil peu après sa mort et remplacé par ce corps au hasard. Personne ne connaît le nom du voleur du cercueil. Une analyse de la procédure d'embaumement a révélé que l'inconnu était un Égyptien de haute classe sociale qui a vécu entre le XVIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, essaie de deviner à quoi il ressemblait. Je vais te donner un indice. Il ne ressemblait en rien à ce que tu imagines des anciens Égyptiens. Si tu as deviné qu'il mesurait environ 1,50 m et avait les cheveux roux, alors tu as raison. Cet homme avait une chevelure rousse et ne mesurait même pas 1,50 m. C'est en 1995 que des scientifiques de l'université Brigham Young, dans l'Utah, ont réalisé des scanners aux rayons X de la momie et ont découvert ces clous en métal. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Le professeur principal, C. Wilfred Griggs, a refusé de croire que le clou faisait partie de la momie à l'origine. Il pensait qu'il s'agissait d'un morceau de métal moderne utilisé pour refixer la jambe de la momie. Mais non, en réalité, il a 2600 ans d'ancienneté. Les scientifiques ont trouvé de la résine organique ancienne sur le clou en métal, similaire au ciment osseux moderne, ce qui prouve que le clou provient d'une intervention ancienne. Cela signifie donc clairement qu'au moins une personne dans le monde antique était bien plus avancée que ce que nous pensions possible. Le flacon en cristal contenant du poison. Un secret perdu dans le temps est sur le point d'être révélé. Caché à l'intérieur d'un trésor déterré en Écosse, une mystérieuse potion attend d'être déchiffrée. Les scientifiques utilisent les avancées technologiques modernes pour reconstituer la potion qui se trouvait à l'origine dans l'un des flacons les plus précieux jamais découverts dans un butin de trésor. Il s'agit d'une nouvelle découverte, avec le trésor de Galloway, qui a été déterré en 2014. Un homme muni d'un détecteur de métaux se promenait dans un champ à Galloway lorsqu'il est tombé sur une cachette perdue de remarquables reliques vikings. Il s'est avéré que c'était la découverte la plus riche de ce genre jamais trouvée dans la région et dans les environs. Les trésors ont été acquis par le Musée national d'Écosse en 2017. À ton avis, combien le musée a-t-il payé pour ce trésor? Je vais te le dire. C'était la somme impressionnante de 2,5 millions de dollars. Ce n'est pas mal du tout pour avoir simplement agité un détecteur de métaux dans un champ. Depuis 2017, les scientifiques travaillent d'arrache-pied à analyser chacun des objets découverts dans le butin. Il y a des croix en argent, de magnifiques épingles en forme d'oiseau, des peaux en argent, des textiles tissés, des broches anglo-saxonnes, des pendentifs reliquaires en or. Et la liste continue encore et encore. L'un des pots en argent s'est avéré être une relique perse. Les images au rayon X ont révélé d'étranges symboles zoroastriens dessus, ainsi que des figures de léopards et de tigres. Le récipient a probablement été fabriqué vers l'an 680 après Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il avait déjà 200 ans lorsqu'il a été enterré. Il pourrait s'agir d'un butin provenant d'un raid viking. L'objet le plus surprenant de tous fut un flacon en cristal de roche de l'Empire romain. Une inscription en latin à la base du flacon dit « L'évêque Haigalt m'a fait ».
Le flacon a été fabriqué à partir d'un morceau bon marché de cristal et soigneusement enveloppé de fil d'or. Le flacon est remarquable, mais pas seulement en raison de son savoir-faire avancé. Les scientifiques pensent que le flacon pourrait contenir des traces de la potion qu'il contenait à l'origine. Le docteur Martin Goldberg, du Musée national d'Écosse, a émis l'hypothèse que le flacon aurait pu contenir un liquide rare et exotique, peut-être un parfum, peut-être une pommade. Il pourrait s'agir d'une huile d'onction utilisée lors de cérémonies royales. Personne ne saura quel type de potion se trouvait dans le flacon tant que les scientifiques n'auront pas identifié les éléments chimiques traces. Espérons qu'ils y parviendront bientôt afin que je puisse tout vous raconter à ce sujet. Serpent à plumes. Les Aztèques adoraient le même dieu serpent, mais ils l'appelaient Quetzalcoatl. Dans la mythologie maya, c'est le serpent qui leur a transmis sa sagesse. Ils ont pu observer les étoiles et concevoir leur calendrier hautement avancé grâce à ce que le serpent leur avait enseigné. Il est arrivé sur Terre depuis une région lointaine de la galaxie, puis il est reparti après avoir partagé son savoir, mais pas avant d'avoir donné aux Mayas des détails très précis sur son retour. Pensez-y comme à une ancienne invitation à réserver la date. Le dieu serpent a dit aux Mayas qu'il reviendrait le 21 décembre 2012. Pour ceux qui s'en souviennent, il est certain qu'ils n'oublieront pas le chaos des jours précédant cette date. Il y a plus de 10 ans, tout le monde pensait que le monde allait finir. Ne vous inquiétez pas, il reste encore du temps avant l'apocalypse. Selon le chercheur Erich von Däniken, les Mayas se sont un peu trompés dans leur date. Eh bien, pas les Mayas, nous l'avons fait. La date du 21 décembre 2012 était basée sur le calendrier judéo-chrétien. Ce n'est pas le calendrier sur lequel les Mayas ont basé leurs calculs. Les calculs de von Däniken indiquent que nous étions environ 20 ans trop tôt. Le véritable retour du serpent à plumes pourrait avoir lieu en 2032. Nous pourrions être à environ 7 ans de voir les dieux descendre du ciel. Cela rendrait presque toute la folie de ces dernières années digne d'être vécue. Quelles autres preuves existent-ils que les Mayas ont obtenu leur technologie des extraterrestres? Il y a la tombe de l'empereur Pacal dans la ville de Palenque, au Mexique. Sur le couvercle de son sarcophage, on trouve une gravure représentant l'empereur aux commandes de ce qui ressemble à une machine volante. Il y a même des flammes qui sortent de son échappement. Les archéologues disent qu'il s'agit d'une représentation de l'arbre de vie, mais cela ressemble vraiment à un vaisseau spatial. À l'intérieur du sarcophage, les archéologues ont trouvé la momie du souverain des anciennes ruines. Ils ont été très surpris de découvrir qu'il était bien plus grand que la plupart des gens. Pacal avait également une structure osseuse inhabituelle et a vécu presque 100 ans. Pourquoi était-il si différent des autres? Von Däniken pense que les impressionnantes pyramides de la cité maya de Tikal ont été construites exactement à l'endroit où les anciens dieux sont venus. Il y avait plus de 60 pyramides debout à Tikal à une époque. Beaucoup d'entre elles étaient alignées avec des constellations comme Orion. Les pyramides de Tikal étaient alignées avec les étoiles, tout comme les pyramides de Gizeh. Les pyramides de Tikal ont même été construites avec un minéral spécial appelé mica, que l'on ne trouve qu'à environ 3000 km de là, au Brésil. La mica est une substance hautement conductrice qui est aujourd'hui utilisée pour les condensateurs électriques. Peut-être que les extraterrestres ont aidé les Mayas à transporter le matériau conducteur du Brésil jusqu'à Tikal, où il a été installé dans leurs pyramides. Il est possible que les pyramides aient eu un but électrique que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Cette théorie est développée encore davantage dans l'émission Ancient Alien. Peut-être que les pyramides de Tikal servaient au même objectif que les pyramides égyptiennes. Peut-être que les dieux ou les visiteurs extraterrestres savaient comment utiliser les minéraux naturels pour alimenter leurs vaisseaux spatiaux. Peut-être flottaient-ils au-dessus des pyramides pendant qu'ils rechargèrent leurs batteries. Mais qu'en penses-tu? Penses-tu que nous verrons des extraterrestres en 2032? Fais-moi part de tes réflexions dans les commentaires. Refroidissement naturel est la pire vague de chaleur de l'histoire. L'année 2024 a été brutale pour le peuple indien, qui a enduré l'une des pires vagues de chaleur jamais enregistrées. Dans la capitale, Delhi, les températures ont dépassé les 120 degrés Fahrenheit. C'est assez chaud pour cuire un œuf sur le trottoir. Pour rester au frais dans un endroit où tout le monde ne peut pas se permettre la climatisation, les gens se sont tournés vers une technologie ancestrale. On peut utiliser des pots spécialisés faits uniquement d'argile pour rafraîchir l'eau potable et garder la chambre d'une personne fraîche. Ce n'est pas aussi froid qu'avec la climatisation, mais c'est mieux que de rôtir vivant. Cette technologie ancestrale ne nécessite pas d'électricité. Elle est portable, bon marché et très simple. Les pots en argile fonctionnent uniquement grâce à la science et à la physique. Tu peux même en fabriquer un toi-même si tu as les bons ingrédients. Écoute attentivement. Commence par te procurer un pot en argile approprié.
Ensuite, remplis le pot d'eau. L'eau commencera immédiatement à s'infiltrer à travers l'argile poreuse. Lorsque l'eau atteindra la surface, elle s'évaporera, ce qui extraira la chaleur de l'air ambiant et de l'eau à l'intérieur du pot. C'est un effet à double action. L'évaporation maintient l'eau suffisamment fraîche pour être bue, tout en réduisant la température de l'air. Si tu as assez de ces pots en argile autour de toi, c'est comme si tu te tenais devant la porte d'un réfrigérateur. Cette technique remonte à une époque dont les gens ne se souviennent même plus. L'un des créateurs de ces pots, aujourd'hui fondateur de l'entreprise Cool-Owned, Monish Siripurabu, a déclaré « Nous avons perdu la trace des systèmes traditionnels. » Et n'est-ce pas la vérité? Autrefois, les gens savaient exactement comment faire face aux vagues de chaleur en utilisant des matériaux naturels et des inventions qui nous semblent aujourd'hui magiques. Pythagore était un trouble fait. La plupart des gens connaissent Pythagore pour son célèbre théorème. Ce que peu de personnes savent, c'est que le légendaire mathématicien du VIe siècle avant J.B.C. était aussi un peu un trouble fait. Lors des fêtes, il a inventé un objet qui gâchait les boissons des gens, les obligeant à pratiquer la modération plutôt que la gourmandise. Cette étrange petite pièce de technologie est connue sous le nom de coupe de Pythagore. Certaines personnes l'appellent aussi la coupe du Cupide ou la coupe de la justice. Les archéologues ne savent pas vraiment si elle a été conçue comme une farce ou comme une déclaration contre la cupidité. La coupe semble normale de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle ressemble à un labyrinthe. Il y a 4 compartiments reliés par un petit tube ouvert. Le tube possède un trou de sortie au fond de la coupe. Tant que le liquide reste en dessous d'un certain niveau, tout va bien. Mais lorsque la coupe est remplie, l'excès de liquide monte. Le tube crée un siphon et toute la coupe se vide par le bas du tube caché. Le résultat, c'est que tout ton vin se renverse sur ta chemise. La science derrière cette coupe est solide. C'est un simple siphon à gravité. Mais cela reste impressionnant, surtout quand on considère que cette coupe a été conçue comme une blague il y a 2600 ans. Même aujourd'hui, les toilettes américaines fonctionnent selon exactement le même principe. Lorsque le niveau d'eau dans la cuvette des toilettes monte suffisamment, cela crée un siphon qui vide la cuvette. La coupe de Pythagore utilise essentiellement la même technologie qu'une toilette moderne. De rien. Le grand bouclier d'écorce de l'âge du fer. Dans les annales de l'histoire, peu d'artefacts ont autant captivé l'imagination que le bouclier d'Enderby. Découverte dans la campagne anglaise, cette relique de l'âge du fer, vieille de 2300 ans, a changé notre façon de comprendre la guerre antique. À ce jour, un seul bouclier en écorce a été découvert dans toute l'Europe. Il a été trouvé en 2015. Il se peut qu'on n'en retrouve jamais un autre semblable, jamais. C'est à quel point les boucliers anciens sont rares, qu'ils soient en écorce ou non. Il a été découvert près d'Enderby, en Angleterre, sur un site appelé Everard's Meadows. La fabrication du bouclier n'a rien de simple. Cela permet aux scientifiques de mieux comprendre la technologie défensive utilisée par les soldats à l'âge du fer. Je sais que tu vois des épées et des boucliers utilisés tout le temps dans les jeux et les films, mais là, c'est la réalité. Et cela a été une surprise, car jusqu'à présent, les scientifiques n'étaient même pas sûrs que les boucliers en écorce aient réellement existé. C'est la première fois que l'on trouve de l'écorce utilisée pour fabriquer une arme de guerre. Cela a demandé bien plus de travail que de simplement assembler 2 morceaux de bois dans ton inventaire. Pour comprendre pleinement comment les peuples de l'âge du fer fabriquaient leurs boucliers, les scientifiques ont utilisé des techniques analytiques avancées, comme la tomodensitométrie et l'impression en 3 dimensions. Ils ont reconstruit la structure originale du bouclier et ont ainsi appris comment il avait été fabriqué. Le bouclier a été assemblé avec des éclats de bois qui renforçaient sa structure. Le bord était bordé et la poignée recouverte d'un tissu conçu pour la protéger de l'usure. L'extérieur était orné de décorations formant un motif à carreaux rouges. Le bouclier avait vraiment fière allure et constituait à la fois un projet artistique et un outil de survie. L'écorce elle-même provenait de plusieurs arbres différents, notamment le pommier, le poirier, l'aubépine, le coing, le peuplier et bien d'autres. Ensuite, tout était cousu ensemble avec des fibres d'herbe et de jonc. On ne pouvait pas simplement gratter un peu d'écorce d'un arbre et fabriquer un bouclier. C'était un travail sérieux et un excellent exemple de véritable technologie préhistorique. Une technologie utilisée lors de certaines des premières guerres menées entre tribus rivales. Les incroyables tuyaux de l'Inde ancienne. Le site archéologique de Keladi, en Inde, est l'un des plus mystérieux du pays. Les fouilles récentes ont révélé que les personnes qui y vivaient, il y a plus de 2000 ans, étaient des génies.
Ils ont créé un système de canalisation en utilisant uniquement de l'argile. Si tu vis dans une maison, tu as des tuyaux qui courent dans tes murs, mais ce n'est pas une invention moderne. Les gens ont des tuyaux qui traversent leurs murs depuis très longtemps, et en Inde, ils l'ont fait mieux que dans beaucoup d'autres endroits. Les canalisations de Keladi faisaient partie d'un système sophistiqué de gestion de l'eau. Les ouvriers prenaient de l'argile cuite, la façonnaient en tubes de terre cuite, puis les assemblaient pour créer de longues canalisations. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que les tuyaux ne se limitaient pas aux maisons. Comment penses-tu que l'eau arrivait dans les maisons par ces tuyaux? L'eau venait de bien plus loin encore, à travers un réseau de canalisation encore plus sophistiqué dans la ville. Tout le système fonctionnait de la même manière que notre système actuel. Mais il y a des milliers d'années, l'eau provenait d'une source fraîche, traversait la ville et arrivait directement jusqu'au robinet d'une maison ancienne. Les archéologues savent très peu de choses sur les personnes qui ont vécu à Keladi, mais ils peuvent affirmer avec certitude qu'elles avaient une excellente compréhension de l'ingénierie hydraulique. Cela pousse à se demander comment une civilisation aussi avancée a pu disparaître jusqu'à ne plus rien laisser. Il ne reste que des fragments de la culture urbaine sur les rives du fleuve, rien de plus que des vestiges témoignant d'une grandeur perdue. Il est possible que ces tuyaux en terre cuite soient les vestiges d'une technologie ingénieuse, d'une civilisation encore plus grande. Les anciens habitants de Keladi, peut-être comme ton grand-père avec ton nouveau casque de réalité virtuelle, les scientifiques ont découvert que certaines régions sont restées à la traîne et n'ont commencé à utiliser cet équipement que 3000 ans plus tard. Par exemple, cet outil a été utilisé au Proche-Orient bien avant d'être adopté en Europe occidentale. Les implications sont passionnantes. Cela pourrait signifier que la raison pour laquelle tant de civilisations étonnantes ont émergé autour de la Mésopotamie pourrait être liée à cette avancée technologique. Pendant ce temps, en Europe occidentale, où le tribulum ne s'est pas popularisé, il n'y a pas eu de grande civilisation capable de rivaliser avec l'Égypte ou la Syrie. Qu'en penses-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé ce contenu. Quelle civilisation t'impressionne le plus par son utilisation des technologies anciennes? Assure-toi de rester attentif pour plus de contenu. Le fort de Loagad. Dans l'état du Maharashtra, en Inde, il y a un fort perché sur une colline qui s'élève à près de 3400 pieds au-dessus du niveau de la mer. Connu sous le nom de fort Loagad, il date au moins du 1er ou du 2e siècle avant Jésus-Christ, selon une inscription découverte en 2019. Depuis lors, il est passé entre les mains de plusieurs dynasties, servant parfois de lieu d'habitation et de trésorerie pour stocker des objets de valeur. Les inscriptions trouvées sur le site suggèrent que les origines de Loagad sont liées au jaïnisme, une religion qui remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pendant la majeure partie de son histoire, le fort est resté sous le contrôle de l'Empire Maratha. Il a également été occupé par l'Empire moghol pendant 5 ans. Plusieurs autres dynasties ont aussi gouverné Loagad pendant de courtes périodes. Tout le monde le convoitait. La forteresse est située dans la chaîne de montagnes des Ghats occidentaux, considérée comme l'une des régions les plus riches et les plus biodiverses de l'Inde. En plus du fort de Loagad, elle abrite au moins 325 espèces menacées à l'échelle mondiale. Cette incroyable forteresse ancienne veille désormais sur cette vaste diversité de vie sauvage. Les montagnes modèrent le climat tropical de la région environnante et représentent l'un des exemples les plus remarquables d'une caractéristique géologique influençant le cycle de la mousson. Le temple du soleil perdu. En 1898, des archéologues ont découvert le temple du soleil du pharaon Niuserra, de la 5e dynastie égyptienne, juste au sud du Caire. Ce n'est qu'à la fin de l'année dernière qu'ils ont trouvé des preuves que le temple de Niuserra avait été construit sur un autre temple du soleil plus ancien, datant du 25e siècle avant Jésus-Christ. Le co-directeur de la fouille, Massimiliano Nuzzolo, a expliqué que les équipes d'archéologie précédentes avaient supposé que la construction la plus ancienne représentait simplement une phase initiale du temple de Niuserra. Mais il semble que la construction la plus ancienne représente un bâtiment complètement différent de celui qui se trouve au-dessus. Cela est évident grâce à des inscriptions mentionnant des rois ayant régné avant Niuserra, ainsi qu'aux vestiges de 2 colonnes en calcaire et d'autres éléments architecturaux. Le premier temple était entièrement construit en briques de terre crue, et l'équipe a trouvé des dizaines de jarres de bière encore intactes. Celle-ci date d'1 ou 2 générations avant la naissance de Niuserra. Il a détruit rituellement le temple en briques de terre crue afin de faire de la place pour celui qui a été construit en son honneur. Le temple de Niuserra, ainsi que d'autres, était dédié au dieu du soleil Ré. Ils étaient utilisés comme des plateformes pour légitimer le règne d'un roi en tant que fils de Ré.
L'équipe a décrit le temple de Nusera comme un lieu utilisé pour la déification du roi, en d'autres termes, pour le traiter comme un dieu. Il était similaire dans sa conception au temple précédent, mais il était plus grand et construit en pierre. Seuls quelques temples solaires ont été fouillés. Les sources historiques indiquent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 6 et qu'ils se trouvent tous sur ou près du site de fouilles d'Abu Ghorab, où le temple de Nusera a été découvert. Camp de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Récemment, des archéologues à Oswestry, en Angleterre, près de la frontière avec le pays de Galles, ont découvert des preuves d'un camp de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Le site, qui a autrefois accueilli jusqu'à 2000 prisonniers allemands, se composait de plusieurs baraquements dispersés sur un terrain de sport et entourés de terres agricoles. Les preuves suggèrent que le site a fonctionné de 1940 à 1948, soit 3 ans après la fin de la guerre. Le chef des fouilles, John Winfer, a déclaré que les conditions semblaient relativement confortables, compte tenu de tout. Le camp disposait de l'électricité et les internés avaient accès à des douches chaudes. Il y avait des jeux sportifs, des représentations musicales et du travail, y compris de la menuiserie, ainsi qu'une école pour les plus jeunes internés. Bien sûr, il n'est pas surprenant que les surveillants du camp bénéficiaient d'installations bien plus agréables et spacieuses. Les conditions de vie, tant pour les surveillants que pour les prisonniers, ont surpris les archéologues, qui s'attendaient à trouver des preuves d'un cadre bien plus sombre. Mais la vie là-bas n'était pas exactement celle d'une colonie de vacances. L'équipe a trouvé des signes de violence, ainsi que des indices d'évasion et de troubles civils. Ils ont également découvert une plaque d'identité d'un soldat allemand et espèrent en apprendre davantage sur la vie de cet homme en retraçant le numéro de série. En poursuivant l'étude du site, ils espèrent également obtenir une image plus claire de ce qu'était la vie quotidienne pour les internés et ceux qui dirigèrent le camp. Camp militaire romain en miniature. En parlant de camp militaire, la capitale slovaque, Bratislava, abrite un camp militaire romain décrit par des experts comme une petite Rome, connu sous le nom de site Gerulata. Il date d'entre le 1er et le 4e siècle. Il faisait partie du Limes Romanus ou frontière romaine. Situé à environ 20 minutes en voiture du centre-ville, il se trouvait le long d'une frontière de 3000 km qui s'étendait sur 3 continents. À son apogée, couvrant l'Europe, l'Afrique et l'Asie, Gerulata aidait à protéger la région orientale de la province romaine de Pannonie. Aujourd'hui, le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se compose principalement des fondations d'anciens bâtiments. La vidéo vous a-t-elle plu? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, nous sommes The Untold. À la prochaine fois.